Alors non, il ne sera pas question aujourd'hui de meubles pas chers, de Chris Prols, de footballeurs chevelus à l'ego surdimensionné ou encore de décoration épurée, mais bien d'auteurs de livres nordiques. Et attention, j'ai bien dit nordique et non pas scandinave, vous allez voir tout ça tout de suite, vous allez tout comprendre, bref, bienvenue dans un nouveau point lecture ayant pour thème ces auteurs nordiques. Vous l'aurez donc compris, aujourd'hui il va tout de même y être question de noms à proprement dit imprononçables parfois pour moi. Je vais donc essayer de faire au mieux, mais les langues nordiques, disons que je ne suis pas vraiment familière et pas vraiment très douée pour ça. C'est d'ailleurs, je crois, un de mes plus gros problèmes avec les romans que je vais vous présenter aujourd'hui. C'est tout simplement d'arriver à lire et retenir les noms des villes ainsi que des personnages que l'on nous présente. Parce que pour moi, ça ressemble juste à une succession de voyelles et de consonnes qui, pour une raison un petit peu obscure, ne sont pas censées matcher entre elles. Et ne vous moquez pas, je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui pensent exactement la même chose. Alors oui, dernièrement, je me suis fait un petit délire, j'avais envie comme ça de lecture qui me rappelait un petit peu le froid. Avec le temps qu'il fait, on comprend pourquoi. Du coup, j'en ai lu un, j'en ai lu deux, et je me suis dit, pourquoi pas faire un point lecture un petit peu spécifique, un petit peu thématique, avec seulement des auteurs masculins et féminins de pays nordiques. Et non pas, comme je le disais, scandinaves, puisque il me semble la Scandinavie compte seulement la Norvège, le Danemark et la Suède. Or, petite subtilité, aujourd'hui nous allons également parler de l'Islande. Petit spoil, Islande qui n'a pas été franchement une bonne réussite. Alors comme vous le verrez au niveau des lectures, il y a eu des hauts et des bas, puisque dans les livres que je vais vous présenter aujourd'hui, il y aura un coup de cœur, mais aussi de déception. Bah oui, il faut aussi parler de ces livres qui clairement m'ont beaucoup moins convaincu. Alors c'est parti tout de suite, je vais me débarrasser de ces lectures qui ne m'ont pas franchement vraiment emballé pour terminer sur mon très beau coup de cœur. Je vais tout d'abord commencer en vous parlant de Cyanure de Camilla Läckberg aux éditions Actes Sud. Oui, je vous ai présenté ce livre il y a peu de temps, mais comme je l'avais dit, étant donné que c'est un roman très court, par conséquent, je me suis dit pourquoi pas entre deux lectures, je me le suis donc casé, et il est donc temps désormais d'en parler. Et comme vous l'aurez compris, ça l'a moyennement fait. De quoi parle ce roman? J'ai presque même envie de dire plutôt cette nouvelle, puisque je crois qu'il fait à peu près 150 pages. Il parle tout simplement d'un policier qui s'appelle Martin Molin. D'ailleurs, il me semble, j'ai cru comprendre en tout cas, que c'était un personnage récurrent dans les histoires de Camilla Läckberg. Si vous en savez plus, n'hésitez pas à me le dire. Notre bon policier accompagne donc sa petite amie du moment qui s'appelle Lisette et dont, soyons clairs, il n'est pas franchement très accro, pour un repas de famille de Noël sur une île un petit peu paumée au milieu de rien. Ils arrivent donc bien gentiment sur cette île, tout se passe plutôt bien, même si on sent dès le début qu'il y a quelques frictions dans cette famille. D'ailleurs, durant ce repas de Noël ou de pré-Noël, le patriarche, dirons-nous, de la famille, le grand-père donc de Lisette, se lève, en fout un petit peu dans la gueule à tout le monde en disant toi tu fais n'importe quoi avec mes affaires, toi je t'ai prêté de l'argent, t'as toujours rien fait. Bref, une ribambelle de joyeuseté envers toute sa famille. Et une fois son laïus terminé, il leur annonce donc que tous seront déshérités. Comment passer un bon Noël? Et suite à cette annonce fracassante, notre bon vieux monsieur tombe raide mort dans son assiette. L'équipe se retrouve donc avec un cadavre sur les bras et complètement isolée du reste du monde sur cette île. Ni une ni deux, vous l'aurez compris, notre policier Martin va donc enquêter afin de savoir lequel des personnages de cette famille est donc le tueur du grand-père. Ce roman était donc mon tout premier Camilla Läckberg. Et comme vous l'aurez compris, ça n'a pas été franchement une grande réussite. Alors si l'idée de départ d'avoir un huis clos sur une île avec un meurtre et d'avoir un policier qui doit découvrir lequel de nos personnages est le meurtrier était plutôt séduisante, je dois reconnaître que le déroulé de l'histoire m'a semblé plutôt fade. Alors on sent clairement au travers de ce roman que l'auteur a voulu rendre un certain hommage à Agatha Christie ou encore à Sherlock Holmes, dont je suppute qu'elle est une fervente lectrice. Malheureusement, je dois reconnaître que cet écrit-là n'a pas été du tout à la hauteur de ses mentors. L'histoire est finalement assez lisse, il y a peu de rebondissements, peu d'interrogatoires même en tant que tel. Autant dire que pour un policier, c'est tout de même un petit peu dommage. Martin, notre policier, est finalement assez peu actif et je dois reconnaître qu'en tant que flic, il est très loin d'être un fin linier en perpétuel mouvement. J'ai même envie de dire qu'il attend un petit peu que les choses se passent.
c'est pas comme ça qu'on va régler cette histoire. Et puis dans l'ensemble, clairement, disons-le, j'ai trouvé que cette histoire était trop courte, ce qui fait que j'ai eu le sentiment de survoler un petit peu la base d'un bon futur roman, mais juste une idée comme ça jetée sur le papier et pas véritablement un roman abouti. Quant aux personnages en tant que tels, ils ne sont ni mémorables ni véritablement très agréables. Autant dire que pour moi c'est tout simplement un petit policier qui se lit vite et bien, mais que je pense je vais très vite oublier. En résumé, je vais peut-être vous paraître un petit peu dur, mais pour moi ce livre n'avait pas véritablement de grand intérêt. Voilà, c'était donc ma première mise en jambe avec Camilla Läckberg. Et c'est plutôt un raté. Alors si vous avez des titres de bons romans de cet auteur, s'il vous plaît, donnez-les-moi parce que pour l'instant, pour ma part, je dois reconnaître que Camilla, c'est pas un franc succès. Hein. Alors qu'à mon avis, elle a sûrement de bonnes choses à faire découvrir. Hein. Mais j'aurais peut-être pas dû commencer avec celui-ci. L'attrait du petit livre, on se dit, ouais, trop bien pour commencer, c'est exactement ce qu'il me faut. Et bah des fois on ferait mieux de s'attaquer aux petites pavasses, hein. Comme quoi parfois ça a du bon. Vous l'aurez compris, que vous connaissiez ou non Camilla Läckberg, j'ai pas très envie de vous recommander celui-ci. Après, une fois de plus, voilà, ça se lit très bien, mais sincèrement je pense que ça ne vous marquera pas vraiment et que, une fois de plus, j'y ai pas trouvé grand intérêt. Désolée. Poursuivons ensuite notre voyage dans le Grand Nord avec La Dame de Reykjavik de Ragnar Jonasson aux éditions France Loisirs. Dans ce roman-ci, on va suivre le personnage d'Hulda qui est une flic qui a 64 ans et qui un jour se voit clairement mise au placard. Il faut dire les choses comme elles sont, hein. Son chef lui dit ma grande, t'es bien gentille, mais il y a des petits nouveaux qui attendent, alors tu prends tes clics et tes claques et on te met gentiment à la retraite. Autant vous dire que Hulda à 64 ans n'a pas franchement envie de prendre sa retraite, hein, surtout qu'elle est plutôt seule, elle a une petite amourette avec un homme, mais bon, disons qu'il n'y a personne qui l'attend à la maison et que par conséquent son boulot c'est un petit peu toute sa vie. Elle demande donc à son chef un délai d'1 semaine afin de partir un petit peu en douceur, semaine pendant laquelle elle compte bien mener une toute dernière enquête. Son chef lui dit ok allez, va t'amuser avec ta petite affaire, fais un petit peu ce que tu veux, mais de toute façon, dans 1 semaine, tu ne seras plus là, ma grande. Hulda se souvient donc d'une affaire qui avait été classée un petit peu rapidement par l'un de ses collègues il y a de ça quelques années. Une affaire dans laquelle elle avait été simplement spectatrice, mais déjà à l'époque, elle avait senti comme ça qu'il y avait un petit truc qui tournait pas rond. Cette affaire concernait une jeune russe qui était demandeuse d'asile et qui a un petit peu disparu du jour au lendemain. Bon alors, mon avis. Je peux pas véritablement dire que ce roman est une grosse déception parce que je dois reconnaître que j'avais déjà moyennement aimé les précédents romans de Ragnar Jonasson que j'avais pu lire. Vous l'aurez compris, ce fut donc à peu près la même chose pour celui-ci. Soyons clairs, j'ai moyennement aimé. Alors je respecte totalement, mais j'avoue que j'ai un peu de mal à comprendre l'engouement autour de cet auteur, parce que pour ma part je trouve que le style de Ragnar Jonasson est très lisse, très superflu et presque facile, en tout cas comparé à d'autres auteurs nordiques que j'ai pu lire et pour lesquels j'ai trouvé que il y avait de la consistance quoi. Ce qui n'est pas franchement le cas ici pour moi. Alors non, en soi, ce livre n'est pas foncièrement raté ou désagréable à lire, mais je n'ai tout simplement rien ressenti en le lisant. C'était tout simplement le calme plat. Alors oui, Ragnar Jonasson tente dans ce roman, vous savez, le coup des différentes temporalités, histoire de créer un petit peu de rythme et de suspense, mais pour ma part, la sauce n'a pas pris. Du tout même. J'ai trouvé que les indices pour comprendre le pourquoi du comment étaient finalement assez gros, du coup niveau intrigue c'était zéro. L'enquête policière en elle-même est tout ce qu'il y a de plus classique, tout en ayant tout de même un petit côté un peu invraisemblable. Hein. Ouais, moi le coup de la flic qui part enquêter toute seule, sans rien devoir rendre comme compte, ni sans rien demander à ses autres collègues, j'avais un petit peu du mal à accrocher et à croire à cette histoire. Le personnage d'Hulda ne m'a pas été particulièrement sympathique, hein, disons-le, voire même plutôt le contraire. En fait, l'auteur en fait un personnage assez froid et solitaire, alors ce qui en soi ne me dérange pas, hein. Il y a des personnages froids et solitaires dans certains romans que j'apprécie beaucoup, mais là, l'auteur ne nous donne aucune caractéristique, aucune spécificité à laquelle se raccrocher. Du coup, ça en fait juste un personnage froid et lisse. Voilà.
D'où le calme plat au niveau des ressentis. Je n'ai même pas pu plonger dans ces paysages froids qui font justement en général la force de ces romans nordiques que je trouve bien souvent hyper immersifs avec des super descriptions qui font qu'on plonge complètement dans ces paysages glacés. Et ici, bah non, je ne peux pas dire mieux, il n'y avait pas. Et alors pour ce qui est des deux thématiques abordées qui sont donc la pédophilie et l'immigration, je devrais plutôt dire qu'elles sont juste effleurées. Et c'est dommage parce que ça aurait véritablement été deux thématiques très intéressantes à creuser, mais ici j'ai l'impression qu'on les a juste à peine évoquées histoire de donner un petit peu de corps à ce récit trop plat. Mais finalement, c'était presque des prétextes et le fond de l'histoire n'a rien à voir avec ça. Rien. Alors pourquoi mettre ça sur le tapis? J'ai pas compris. La fin, quant à elle, est extrêmement rapide et m'a laissé quand même un petit goût de tout ça pour ça. Et j'aime pas trop ressentir ça en général. C'est pas vraiment ce qu'on recherche quand on lit un bouquin. Je ne pourrais donc pas particulièrement vous en dire plus à propos de ce roman parce que je l'ai trouvé personnellement particulièrement lisse et neutre. D'où le fait que j'ai un peu de mal à vous trouver des arguments dans un sens comme dans l'autre. Une fois de plus, c'est donc un roman pas désagréable, mais franchement pas très notable. J'ai d'ailleurs du mal à voir véritablement à qui je pourrais le recommander parce que je pense clairement que dans le genre policier classique, on fait bien mieux. Après avoir lu du coup plusieurs romans de Ragnar Jonasson, je dois reconnaître que pour l'instant en tout cas, c'est véritablement l'auteur nordique que j'aime le moins. Je ne sais pas, son style ne me touche pas, ses histoires ne me font pas vibrer. Il y a un truc qui fonctionne pas entre cet auteur et moi. Que voulez-vous, j'aurais essayé au moins, voilà. Je sais à quoi m'en tenir maintenant. C'est dommage, mais c'est ainsi. Je pense tout de même que je lirai les autres romans de Ragnar Jonasson que j'ai encore dans ma palle parce qu'il me semble qu'il m'en reste un ou deux. Mais je doute fort d'en racheter un jour. Là voilà, trop c'est trop, ça le fait pas, il faut savoir s'arrêter aussi par moment. Et là je pense que c'est le bon moment. Mais si vous aimez Ragnar Jonasson, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce qui vous plaît tant dans cette histoire, parce que peut-être que je passe complètement à côté de quelque chose, mais en tout cas voilà, c'était mon retour et mon avis tel que je l'ai ressenti. Mais ne partez pas parce qu'après ces deux déceptions, croyez-moi, il y a du très bon qui arrive. Et pour ça, je vais tout d'abord vous parler de Délivrance de Jussi Adler-Olsen aux éditions Le Livre de Poche. Alors oui, je vous ai déjà parlé plus d'une fois de Jussi Adler-Olsen et ici ce roman c'est tout simplement le troisième tome des aventures du département V avec Karl Mork, Assad et Rose, bref des personnages si vous suivez cette série que vous connaissez désormais par cœur. Dans ce tome-ci, on va se retrouver avec une bouteille jetée à la mer qui, par un truchement d'événements, va finir par se retrouver sur le bureau de Karl Mork. Oui, forcément, sinon il n'y aurait pas d'histoire. Et une chose en entraînant une autre, comme d'habitude avec ce département, ils vont donc enquêter afin de savoir ce qui se cache derrière le message mystérieux et à moitié effacé que l'on a retrouvé dans cette bouteille. C'est donc un roman de plus du département V à mon actif, j'en suis très heureuse. Et comme d'habitude, même si ça n'a pas été un coup de cœur, ça a néanmoins été une lecture très agréable. Comme à chaque fois, et même peut-être plus que dans ses premiers romans de cette saga, j'ai envie de dire qu'ici, le rythme est rondement mené. Malgré le fait que ce roman soit une petite pavasse, il se lit très vite. On est complètement embarqué dans l'enquête, il n'y a pas de temps mort. Bref, les pages défilent à vitesse grand V. Grand V, département V. Je vous jure que j'ai pas voulu faire de l'humour un petit peu bas de gamme. C'est tombé comme ça. Suzy One, ça te dirait d'aller voir ailleurs? Non, je sais, troller mes vidéos, c'est un petit peu le but ultime de ta vie. Je suis désolée. Plus j'avance dans les tomes de cette saga et plus je trouve le personnage d'Assad attachant. Rose, quant à elle, est de plus en plus intéressante et intrigante. Et concernant Karl Mork, j'ai toujours une relation un petit peu d'amour-haine avec ce personnage. J'aime certains aspects de sa personne comme son côté bourru au grand cœur, son humour et son côté je m'en foutiste, mais je dois reconnaître que j'ai toujours un peu de mal avec certaines de ses répliques que je trouve parfois quand même un petit peu misogyne, raciste, voire des fois des petits relents d'homophobie qui avaient un petit peu du mal à passer. Alors oui, c'est sûrement de l'humour, c'est sûrement son humour, et pourtant je suis clairement cliente d'humour noir et d'humour second, voire troisième ou quatrième degré.
Mais là, je sais pas. Par moment, je dois reconnaître que j'avais un petit peu de mal. Donc oui, c'est très certainement dit sur le ton de l'humour, mais là où ça me pose problème, c'est que ce ton humoristique n'est peut-être pas toujours très flagrant, du coup on a un petit peu le cul entre deux chaises. Parce que sans ça, ce personnage pourrait véritablement être super intéressant dans le genre, comme je le disais, ours mal léché mais qui a tout de même un grand cœur au fond de lui. Mais c'est ce petit défaut pour moi qui fait que j'ai du mal à totalement l'apprécier. Au niveau de l'enquête en elle-même, on se retrouve avec un tueur en série qui passe maître dans l'art de la manipulation et de la dissimulation, ce que j'ai trouvé particulièrement intéressant, même si je dois reconnaître que j'aurais aimé que la psychologie de ce personnage soit un petit peu plus fouillée. On a aussi droit, au travers de ce roman, à une sévère critique de la religion. Alors en soi, bon, étant complètement athée, c'est pas quelque chose qui foncièrement me dérange, mais je dois reconnaître que j'aurais peut-être aimé un propos un petit peu plus nuancé. Ce roman est donc pour moi un bon policier qui plaira aux lecteurs avides de Page Turner sans hémoglobine. Un policier finalement un petit peu passe-partout, mais plutôt efficace, écrit un petit peu comme un bon épisode de série télé. Une lecture donc plutôt plaisante et addictive, même si je déplore par moments le manque un petit peu de nuance dans les propos abordés, ainsi que la psychologie de certains personnages pas assez fouillés à mon goût. Ça n'en reste pas moins une série que j'aime beaucoup lire, et une chose est certaine, c'est que je dévorerai les tomes suivants de cette saga, malgré le fait, comme je le disais, que ce sont des petits pavés, mais surtout n'ayez pas peur, ça se lit extrêmement bien. Et puis je vous parlais un petit peu de séries télé, et j'ai d'ailleurs vu, enfin ça fait un moment que c'est le cas, mais j'ai enfin visionné les premiers épisodes de la série qui a été adaptée du coup des aventures du département V. Et alors je ne sais pas ce que vous en pensez, mais j'aimerais vraiment en discuter avec ceux qui l'ont vu, parce que pour ma part, alors c'est bien filmé, c'est bien joué, mais je trouve qu'on est quand même vachement loin de l'esprit des romans et surtout de la vraie personnalité des personnages. En clair, j'ai trouvé ça très sympa à regarder, mais je ne retrouvais pas finalement l'âme que j'avais retrouvée dans les bouquins. Donc voilà, ceux qui seraient tentés pourront en discuter avec moi et confronter un petit peu nos points de vue. N'hésitez pas, une fois de plus, les commentaires sont ouverts. Et je terminerai donc cette vidéo avec un joli petit coup de cœur. Et il s'agit tout simplement de Millennium, le tome 1, Les hommes qui n'aimaient pas les femmes, de Stieg Larsson, aux éditions ici France Loisirs. Ai-je véritablement besoin de faire un résumé? Bon, je vais essayer de vous le faire, mais en plus c'est une histoire assez complexe, donc je vais essayer de passer assez rapidement sur le déroulé de l'histoire. Au début de ce roman, on suit Michael Blomkvist. Je vous avais dit que les noms nordiques, c'est parfois un petit peu compliqué. Nous suivons donc Michael, qui est le rédacteur en chef d'un magazine qui s'appelle Millennium et qui a, dirons-nous, un petit peu fauté en sortant un article, ce qui fait qu'il se retrouve devant le tribunal pour délation, c'est pas le terme. Quel est le bon terme juridique? Propos calomnieux? Bref, en gros, il est attaqué pour avoir soi-disant raconter des grosses bêtises au sujet d'un grand industriel. Pas de bol, il perd son procès, il va donc devoir un petit peu se retirer de la vie de son magazine Millennium et entre-temps, il va être convoqué, dirons-nous, par un autre grand industriel qui vit sur une petite île et qui va tout simplement lui demander de reprendre une enquête qui dure depuis, il me semble, 30 ans à propos de sa nièce qui un jour a complètement disparu de cette île où il y avait une sorte de réunion familiale. On va donc être, pour faire très simple, sur la disparition d'une jeune fille il y a de ça une trentaine d'années, et les choses vont bien plus loin que ça. Beaucoup plus loin. Mais je peux pas vous en dire plus. Sauf bien sûr qu'à un moment donné, notre très cher Michael va être aidé par une hackeuse, une petite craque de l'informatique qui se prénomme Lisbeth Salander. C'était donc mon tout premier Stieg Larsson et quelle découverte! J'ai véritablement beaucoup aimé lire enfin ce monument de la littérature scandinave. Oui, parce que je pense qu'aujourd'hui, on peut dire que Millennium est devenu un espèce de classique du genre. Millennium est donc un roman dense que j'ai mis pas mal de temps à lire, mais pour autant, j'y ai véritablement pris beaucoup de plaisir. Alors oui, je vous préviens, l'histoire prend son temps, on ne rentre pas directement dans l'enquête en tant que telle, tout simplement parce que l'auteur prend le temps
d'installer ces personnages et surtout ces deux personnages principaux, qui sont donc, je vous le donne en mille, Michael et Lisbeth. On en apprend ainsi plus sur leur passé, mais également leur situation actuelle ou encore leur caractère, ou leur lien avec les différents autres personnages qui gravitent autour d'eux. Et j'ai adoré ces deux personnages. J'ai tout d'abord plutôt bien accroché avec Michael, qui est un homme de principe, pugnace et juste, mais alors mon coup de cœur revient véritablement à Lisbeth Salander. Mon Dieu, ce personnage, c'est véritablement tout ce que j'aime. On a ainsi une petite nana au look atypique, au passé compliqué et au caractère plutôt taciturne et solitaire, mais que ce personnage est fort. Oh oui! En effet, contrairement à son physique de moineau, elle a une force de caractère absolument incroyable. Elle n'hésite pas à prendre les choses à bras le corps et surtout ce que j'ai préféré avec ce personnage, c'est qu'elle présente une intelligence incroyable. Si j'ai aimé tout le roman, je dois reconnaître que je l'ai encore plus apprécié dès l'instant où ces deux personnages se rencontrent pour créer une sorte d'alchimie un petit peu bizarre, mais qui moi m'a de suite complètement embarqué. L'histoire, ou plutôt l'enquête et le mystère en tant que tel, m'ont également beaucoup plu. Une enquête qui prend son temps pour trouver un rythme plus rapide vers la fin. Alors ne vous attendez pas à un roman avec un gros twist final, ce n'est pas du tout ça, mais c'est un roman que j'ai personnellement trouvé bien équilibré et bien construit. C'est également un roman qui défend la cause des femmes maltraitées. D'ailleurs, Stieg Larsson énonce à l'intérieur de ce roman certains chiffres concernant les violences faites aux femmes en Suède, ce qui permet de venir véritablement renforcer le propos de son récit de manière concrète. Les femmes sont donc véritablement au centre de ce livre, de cette histoire, mais là où j'ai trouvé véritablement l'auteur très intelligent, c'est qu'il ne s'est pas contenté de faire une sorte d'opposition manichéenne homme-femme, mais qu'au travers de certains personnages masculins qu'il a avancés dans son récit, eh bien ça a permis aussi de montrer que dans certaines situations, les hommes peuvent être de véritables alliés des femmes. Attention par contre, je vous préviens tout de suite, ce roman est donc un thriller qui aborde des thèmes un peu délicats et surtout parfois des scènes très dures. J'ai ainsi trouvé une scène de viol particulièrement affreuse à lire, mais également une scène de vengeance qui est, je pense, la scène la plus jouissive que j'ai pu lire en littérature. Si vous l'avez lu, vous comprenez très certainement de quoi je parle. En fait, c'était un peu les montagnes russes. On a d'abord cette scène qui nous terrasse, qui nous laisse au bord de la nausée, et derrière une scène qui nous fait un bien fou, mais un bien fou. Alors oui, on dit souvent hein, que se venger, c'est pas forcément joli et pas forcément le mieux venu, mais alors là, je vous assure que moi, personnellement, wow, ça m'a fait kiffer, ça m'a fait respirer d'un coup et je me suis dit, bien fait pour ta... Voilà. Je me suis arrêtée hein, parce que sinon j'allais encore devoir me biper, mais vous avez compris l'idée. C'est donc un roman qui demande un certain engagement de lecture qui peut parfois prendre un petit peu son temps, mais que j'ai trouvé personnellement terriblement intéressant et riche. C'est donc pour ma part un petit coup de cœur. Le style de Stieg Larsson est à la fois complexe et fluide. C'est donc pour ma part un bonheur de lecture qui fournit matière à réfléchir mais aussi matière à vivre avec les personnages. De plus, ce roman aborde des questions qui portent à réflexion telles que un crime peut-il être commis pour de bonnes raisons et peut-il être acceptable? Ou encore jusqu'à quel point peut-on rester impartial? Des questions auxquelles les personnages, eux, répondent à leur manière dans ce roman, mais qui nous poussent tout de même à nous pencher nous-mêmes en tant que lecteurs sur ces questions et à y répondre en fonction de nos propres valeurs et de nos propres convictions. Vous l'aurez donc compris, je suis tombée les deux pieds joints dans la saga Millennium et bien sûr je lirai très prochainement la suite de cette histoire, histoire de voir un petit peu ce que l'auteur peut encore me réserver et surtout pour le bonheur de retrouver le personnage si singulier de Lisbeth Salander. Et si vous entendez des bruits de l'échouille et des bruits de clochettes, c'est tout simplement mon chat qui a décidé de faire sa toilette juste en dessous de mon appareil photo. Bah oui, parce que c'est bien connu, il n'y avait pas meilleur endroit pour faire ça. Heureusement qu'on vous aime, hein, petite bête. Parce que franchement, des fois, ça se demandait si vous faites pas exprès. C'est donc pour ma part un très bon thriller sur la société suédoise, sur la finance, sur les violences faites aux femmes,
qui plaira je pense aux lecteurs un petit peu aguerris du genre, qui ne recherchent pas forcément un récit hyper dynamique avec un gros twist final, mais plutôt un récit assez dense qui demande un certain engagement de lecture. Un récit complexe mais ô combien intéressant. Bref, si vous ne l'avez pas encore lu, eh bien n'attendez plus, je ne sais pas quoi vous dire. Pour ma part, je ne sais pas du tout pourquoi j'ai attendu autant d'années avant de découvrir cette saga dont j'avais entendu parler un nombre incalculable de fois. Et aujourd'hui, je comprends beaucoup mieux pourquoi cette saga a remporté un si franc succès. Bref, en termes de lecture nordique, je dois reconnaître que pour l'instant, c'est vraiment, je pense, l'auteur qui m'a le plus convaincu. C'est donc ainsi que se termine ce point lecture thématique sur les auteurs nordiques. Je pense très fortement qu'il y en aura, à mon avis, un autre sur la chaîne, à voir si je fais encore une thématique comme ça ou si je vous les mélange. Mais toujours est-il que ce ne sera pas les derniers que je lirai de ces auteurs. En tout cas, pour Stieg Larsson et Jussi Adler-Olsen, c'est certain, parce que certains de leurs romans attendent sagement dans ma palle. Et j'ai encore l'envie bien présente de les découvrir, donc à mon avis, je vous en reparle très vite sur la chaîne. J'espère donc que mes avis du jour vous auront donné utile et vous auront peut-être aussi donné envie de faire ce petit voyage dans les pays nordiques. En tout cas, c'est vraiment, je trouve, un style à part, mais qui a su, au travers de certains auteurs, vraiment m'accrocher et m'apporter quelque chose que je ne retrouve pas forcément dans mes lectures d'auteurs français ou d'auteurs anglais ou encore américains. Ils ont vraiment leurs pattes et c'est ça que je trouve absolument génial. Je vous attends donc en commentaire comme d'habitude pour en débattre ou pourquoi pas pour me donner des petites recommandations du genre. Surtout concernant Camélia Lagerberg parce que, vous l'aurez compris, pour l'instant, c'est pas les grands amours entre cet auteur et moi. J'espère vous retrouver très bientôt sur cette chaîne. En tout cas, moi, je serai au rendez-vous. Je vous souhaite, comme d'habitude, paix, amour et littérature dans vos cœurs. J'espère que de votre côté, vous faites de belles lectures et je vous dis à très bientôt. Bye!